Je ne sais pas si j'ai un style. Je sais que j'ai un désir de cinéma qui passe par utiliser les images et le son d'une façon réelle. C'est-à-dire de vraiment se poser, est-ce qu'il y a une essence du cinéma, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a une texture du cinéma, spécialement du cinéma documentaire? Est-ce qu'on peut attraper quelque chose qui est la création du cinéma en partant de la vie, ce que j'ai appelé la vie réinventée? Dormez. Dormez. Quand j'étais petite, je rêvais beaucoup et j'ai été à l'école, un peu comme tout le monde. Et je suis devenue photographe. J'ai fait quelques cours du soir et j'ai tout de suite commencé à faire des photographies. J'avais envie de faire des compositions artistiques. Ce n'est pas celles que je vendais, bien sûr. C'est très connu. Au début, on fait des choses pour l'argent, juste. J'ai photographié des trains pour la compagnie des chemins de fer, des enfants, des Pères Noël pour un grand magasin, des choses comme ça. Je ne sais pas, encore maintenant, je ne sais pas comment je suis passée au cinéma. En fait, je n'ai pas vu de film quand j'étais enfant. Mes parents n'allaient pas au cinéma. J'avais été frappée que la littérature avait fait des bonds extraordinaires, la peinture aussi, et le cinéma, on me disait qu'il ne bougeait pas beaucoup. Je me suis mis à écrire un film. Je ne sais pas très bien pourquoi. Donc, ça reste un mystère, parce que je sais l'origine de sa structure. Comment on choisit ce qui vous tombe dessus? Il y a un groupe de pêcheurs avec leurs problèmes, leurs histoires. Et il y a un couple qui s'explique. Ils n'ont rien de commun, sinon le même lieu, qui est un endroit qui s'appelle la Pointe Courtassette. À ce moment-là, mon père est mort, j'ai eu un petit peu d'argent. Ma mère a vendu quelque chose qu'elle avait. On a eu un petit peu d'argent. Et avec très peu d'argent, j'ai créé cette société qui s'appelait Tamaris Film. Parce qu'il fallait bien avoir une structure. Et les gens ont été très généreux, les techniciens. Et les deux acteurs que j'avais trouvés, Philippe Noiret, dont c'était le premier film, et Sylvia Montfort, ils ont accepté, tous, de venir travailler pour rien, dans le soleil très très fort de l'été. Et j'ai été, le premier jour de mon premier tournage, j'étais complètement heureuse, j'étais sûre que j'étais cinéaste. Et tout de suite, ce film a été reconnu comme quelque chose de nouveau dans le cinéma. Alors, évidemment, il ne pouvait pas sortir en salle. Alors, un an après, il est sorti pendant 15 jours dans une petite salle. Alors, je suis très étonnée que mon premier film a tout de suite été revendiqué par les cinémathèques, par les cinéphiles. Et que on m'a dit bravo, mais je ne pouvais pas faire autre chose. Donc, j'ai recommencé à faire des photos, à résister comme ça. Alors, comment ça s'est enchaîné, c'est intéressant. Jean-Luc Godard avait rencontré un producteur, Georges de Bourgard, qui était ruiné. Alors il lui a dit, empruntez encore plus, et là, tu vas faire un film, je vais vous faire gagner de l'argent. Et il a fait À bout de souffle, qui a effectivement fait gagner beaucoup d'argent à ce type. Alors ce type a dit, mais est-ce que vous avez des copains du même genre qui peuvent faire des films pas chers, qui me fassent gagner beaucoup d'argent? Alors Jean-Luc Godard lui a présenté Jacques Demy. Jacques Demy a fait ce très beau film qui s'appelle Lola, dans les mêmes conditions, pas cher, comme ça. Et Georges de Bourgard a dit à Jacques Demy, alors continuons, présentez-moi des jeunes garçons qui ont du talent pour faire des films pas chers. Et il a dit, mais moi je connais Agnès Varda, nous habitions ensemble, nous nous aimions. Donc il m'a présenté à Georges de Bourgard, qui m'a dit, voilà, faites un film. Donc j'ai réfléchi, pas cher, ben c'est pas la peine de faire des voyages, je vais le faire dans une seule ville. Après je me suis dit, je vais le faire dans un seul jour. Et après j'ai commencé à réfléchir au temps.
je me suis dit ce serait intéressant de faire du temps réel. Alors je vais faire un film de 90 minutes en temps réel. Ça va s'appeler 5 à 7. Si on commence le film à 5 heures, on peut vérifier qu'il est exact. Parce que cette structure m'intéresse, mais il fallait une histoire. Et qu'est-ce qui me frappait à l'époque? C'est les peurs collectives. Il y avait une peur collective de cancer qui était très... Bon, il y a toujours eu de cancer, mais à ce moment-là, c'était très chaud. Et je me suis posé la question, d'abord, est-ce que je peux raconter l'histoire d'une femme qui attend les résultats d'un examen de cancer? Et est-ce que je pourrais supposer que la peur est un choc? Est-ce qu'en 90 minutes de film, on peut avoir un choc et une évolution? Alors, entre-temps, j'ai pas dit que j'avais une fille. J'ai eu une fille qui s'appelle Rosalie et qui est toujours là. Et cette fille, Rosalie, a été un grand bonheur de ma vie. Et je dois dire que pendant que je l'attendais, j'ai fait une expérience de cinéma, pour moi très importante. J'ai pris une caméra 16 mm et j'ai été dans un quartier de Paris qui s'appelle la rue Mouffetard et qui était une rue, la vraie misère, on aurait dit le Moyen-Âge. Il n'y avait pas d'eau, pas de service sanitaire. Il y avait surtout des pauvres, des clochards, des ivrognes, des handicapés. C'était comme la cour des miracles, moche comme tout. Et je me disais, quand j'étais enceinte, quelle merveilleuse espérance en moi. Mais il y a un monde qui existe, qui est malheureux, qui est misérable. Comment est-ce qu'on peut avoir encore de l'espoir quand on voit la réalité? Donc, il y a eu des expériences où j'ai très vite compris que notre propre vie, c'est pas pour raconter la vie, mais la matière même de notre propre vie rentre dans les films. C'est-à-dire, dans le film, on ne voit pas que je suis enceinte, je ne dis pas que je suis enceinte, mais c'est mes émotions de femme enceinte qui ont peut-être un petit peu altéré ma vision et une grande tendresse pour tous ces gens, ces vieilles personnes, ces gens abîmés, en se disant, ils ont été des bébés un jour. Un jour, quelqu'un les a tenus comme ça. Donc, des grandes émotions comme ça, j'ai essayé de leur trouver un langage de cinéma et pas une traduction littérale. Donc, ce film-là, il compte pour moi. À la suite de ce point, Jacques Demy a fait Les Parapluies de Cherbourg. Ce film extraordinaire, musical, il a eu beaucoup de peine à le faire. Personne n'en voulait, mais quand ça s'est fait avec Michel Legrand à la musique, le film a été un énorme succès. Il est venu au Festival de Cannes, il a eu la Palme d'Or, il est venu en Amérique. C'est-à-dire que Jacques a eu tout d'un coup un succès international qui nous rendait heureux, tous les deux, bien sûr. C'est comme ça que, après son succès des Parapluies de Cherbourg, on était quand même bien. Et j'ai fait ce film qui s'appelle Le Bonheur. Alors, par exemple, encore un mystère. Je l'ai écrit très très vite. Je l'ai écrit en 3 jours. Je ne sais pas d'où ça vient. Je n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qui l'a inspiré. Mais je sais que sur 2 niveaux, je sais ce que je voulais. Raconter une histoire d'un couple heureux, avec enfants, qui aime la nature. Et le type aime sa femme, qui est charmante, qui est blonde. Il rencontre une autre femme, une postière, qui est charmante, qui est blonde, et il tombe amoureux. C'est-à-dire, la question que je me posais, et qui existe complètement, c'est que le désir est naturel. Comment est-ce qu'on peut assumer le désir dans une vie? Qu'est-ce qui se passe dans une société? Est-ce que la cellule familiale est plus importante que le désir? Est-ce que le désir, on doit l'étouffer? Je me suis posé toutes ces questions. Puis, c'était aussi le résultat des nouvelles pellicules. Comme toujours après la guerre. Dans la guerre, il y a des inventions et ils avaient inventé une pellicule beaucoup plus rapide. Je crois qu'elle s'appelait Trix. Et la pellicule beaucoup plus rapide permettait
tourner avec moins de lumière. Donc, tous ces éléments techniques, nouveaux, cette jeune génération de garçons, puisque j'étais la seule fille, qui voulaient faire un cinéma plus libre, avec des gens qui marchent dans la rue, avec des dialogues quelquefois pas bien, des dialogues parlés très naturels, des comportements, des nouveaux acteurs. Alors, c'est ce que, 10 ans après, on a appelé ça la Nouvelle Vague. C'est pour ça qu'on m'a appelée la grand-mère de la Nouvelle Vague, parce que, d'ailleurs, quand j'avais 30 ans, on avait déjà écrit l'ancêtre de la Nouvelle Vague. Notre vie à Jacques Demy et à moi, accompagnée de notre fille qui suivait toujours, était que, tout d'un coup, grâce au succès des Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy est invité à Hollywood. Et moi, je découvrais la Californie, avec émerveillement, je suis obligée de le dire. C'était tellement un choc culturel par rapport à la France, classique, sage, un peu ennuyeuse. Vous ne vous rendez pas compte quel effet ça pouvait faire sur des petits Français. Parce que les hommes avaient des chemises avec des fleurs. Tout le monde disait « peace and love », et il y avait des grandes médailles comme ça. Hi, Viva. Hi, Carlos. How are you, darling? I brought you La Claire. Ah, Viva. Oh, nice to see Thank you so much for letting me stay here. Oh. Really beautiful. J'ai fait avec eux un film hippie hollywoodien, vraiment, qui s'appelle Lions, Love and Lies. J'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était de réinventer la réalité. Et comme j'avais été fascinée par leur désir de liberté désordonné, j'ai fait ce film qui est en même temps désordonné et amusant, mais qui tient compte aussi de cette réalité de la télévision, qui était devenue si importante. Donc, il y a 3 personnages et un poste de télévision. Et le poste, c'est comme une star, il est au milieu. On lui met un drapeau, on lui met des plumes. C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre le monde autour de moi. Je ne l'ai pas plus compris que tout le monde, hein, mais j'ai essayé de le comprendre d'une façon cinématographique. Yeah, an auto ranger behind every bush. Mais oui, d'ailleurs, notre arrivée en Californie était passionnante. Et figure-toi que ça a commencé, j'étais au Festival San Francisco. Et Tom Loddy me dit qu'il y a un homme qui s'appelle Varda, dans un bateau, à Sausalito. On a été le voir, et en fait, c'était un cousin de mon père. Et j'ai été tellement heureuse et choquée de le rencontrer un mercredi, que j'ai dit, mais comment? Il faut que je le filme tout de suite. Famille imaginaire, je vous aime. Je vous dédie parmi ces images d'album la scénette qui va suivre, où nous avons rejoué pour vous la reconnaissance avonculaire, ou comment Uncle Yanko a reconnu sa nièce Agnès. Et on a tourné 2 jours après. J'ai reconstitué notre rencontre. Et j'ai compris, en filmant, que je voulais faire un montage particulier. Et j'ai compris à quel point le montage est quelque chose qui fait partie de l'écriture du film. Et j'ai donc tourné des plans pour que je puisse monter la rencontre avec Yanko d'une façon tout à fait folle, avec des plans, des reprises, des répétitions, je remarche, on clappe, on parle. C'est-à-dire, j'ai fait un montage baroque parce que je voulais raconter l'excitation, la fébrilité, le bonheur. C'est-à-dire que on ne peut pas dire « j'ai rencontré oncle Yanko », c'est comment est-ce que le cinéma, je peux montrer comment j'étais contente de raconter oncle Yanko. Scene C12. Et alors, il y avait autre chose aussi, c'est que c'était le moment des Black Panthers. Ils ont eu un moment très important où ils avaient pris en main leur propre théorie, tu s'appelles Body and Soul, tu sais, ils voulaient vraiment eux-mêmes déterminer ce qu'ils voulaient. Ils faisaient des comment ça s'appelle, des drafts, ils faisaient des répétitions, ils faisaient des manifestations à Oakland parce que Huey Newton était en prison.
When they sing free, Huey. When they dance, they clench their fists. J'ai filmé ces choses-là. Et j'ai fait connaissance avec eux, j'ai filmé leur programme, tout ce qu'ils disaient. Et j'ai été très contente d'avoir fait ça parce que ce qui est arrivé au mouvement des Black Panthers est très triste. En fait, 4 ans après, c'était tout cassé. Et donc, c'est un document important du moment très important de l'histoire des Noirs et de ce moment des Black Panthers. Donc, j'ai toujours eu du goût pour, en même temps, témoigner de mon temps, là où je suis, et inventer des formes. Inventory of a rented house. En 68, et puis je suis rentrée en France. Jacques aussi est rentré en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'avais découvert aussi en Amérique? C'est justement le féminisme, les féministes qui étaient beaucoup plus radicales déjà que les Françaises. Et en France, ça arrivait de plus en plus. Alors j'ai quand même milité beaucoup avec les autres femmes pour une des bases que nous pensions, c'était le droit d'avoir des enfants ou pas. C'est-à-dire la contraception, le droit à la contraception, le droit aussi de ne pas vouloir d'enfants et de ne pas accepter des enfants non désirés. Et ce combat pour l'avortement a été un combat très difficile en France. Avec l'idée de lui annoncer que je suis une nouvelle enceinte, j'en suis malade. T'es enceinte? Oui. J'ai voulu en témoigner que c'était pas des femmes toujours en colère ou toujours qui avaient été battues, qui avaient avorté mal, qui étaient mortes. Je voulais dire qu'il y avait cette amitié des femmes qui était très importante. Donc, l'une chante, l'autre pas. Non seulement est un musical, mais il chante la solidarité des femmes, l'amitié des femmes. Et même certains hommes qui sont venus aider, des docteurs qui se sont engagés. C'était un film pour moi très important parce qu'il racontait 10 ans de lutte. Si je veux ou pas mettre bas, que c'est bon d'être une femme. Entre-temps, j'avais eu une grande joie dans ma vie. C'est que j'ai eu un enfant avec Jacques Demy qui s'appelle Mathieu Demy. C'était magnifique de l'élever parce que je me disais, voilà, on renonce à rien. Quelquefois, on a l'impression que les femmes artistes, elles sont dire ou le travail ou la vie de famille. Et j'ai pas renoncé. Et j'ai eu ce bonheur et d'élever Rosalie et d'élever Mathieu, avec toujours des complications parce que il faut organiser quand on va là, quand on va ailleurs, qui va s'en occuper, comment on va faire. C'était un bonheur de faire tous ces films difficiles au milieu d'élever un enfant, l'aimer, le protéger autant que possible. Très souvent, je me suis dit, et je le sais parce que dans ma boîte là, j'ai fait 17 courts-métrages, donc chaque fois je me disais, je peux faire un court-métrage, je peux faire quelque chose. Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est que quand j'étais déçue du cinéma ou déçue de quelque chose, c'est toujours la vraie vie, la rue, qui m'inspirait. Et j'avais déjà fait, par exemple, un documentaire dans ma rue de toutes les boutiques, mes voisins, de la rue Daguerre, ça s'appelait Daguerréotype. Et c'est devenu un documentaire tout à fait étudié comme socialement, parce que c'est une coupe d'une époque, c'est 75, c'est comment on vivait, comment les commerçants travaillaient en couple. Tout ça, c'est très, très particulier, les choses qui ont changé. Comment ils arrivaient tous de la campagne pour travailler à Paris. Comment, quand ils étaient vieux, ils repartaient dans leur campagne. Alors, comment les films naissent? C'est que c'est quelque chose que je remarque et qui me révolte. Et j'avais été très frappée qu'on parlait beaucoup du froid. Il y avait des vieilles femmes qui mouraient de froid dans leur appartement. Et un gendarme de campagne m'avait raconté qu'il avait trouvé un jeune homme mort de froid sous un pommier. Et cette image du garçon mort de froid, je me suis dit, mais pourquoi il était là? Pourquoi ils sont sur la route? J'ai commencé à m'intéresser à ceux qu'on appelait les routards, ceux qui partaient avec leur sac au dos. Et non seulement il y avait des hommes, des jeunes hommes, mais il y avait de plus en plus des jeunes femmes. Et ça, c'était nouveau. Et je me suis beaucoup documentée sur ce monde-là avant d'écrire une fiction. La fiction s'appelle Sans toi ni loi.
Et c'est une fille révoltée qui part sur la route. Et je ne m'occupe pas de psychologie. Pourquoi elle est partie, qui l'a chassée, d'où elle vient, comment elle se comporte, comment on peut vivre tout seul avec un sac à dos, comment est-ce qu'on peut faire l'attente, comment est-ce qu'on peut se mettre près d'un cimetière pour que les gens ne vous embêtent pas, comment on a le risque d'être violé, comment on a le risque d'être battu. Mais qu'est-ce qui m'avait intéressé dans cette histoire? C'est comme pour La Pointe Courte, c'est pas seulement raconter, mais comment on peut structurer ce film. Et ce film veut dire « Elle marche ». Donc, j'ai inventé 13 travelling, tous de droite à gauche, tous comme ça, séparés. C'était très émouvant de voir le combat imbécile de cette femme qui fermait les portes peu à peu, qui ne voulait même pas être aidée. Et ça posait un vrai problème. Est-ce qu'on peut aider les gens qui ne veulent pas être aidés? Donc ça posait des problèmes pour moi. Faire du cinéma, créer, c'est être en face de questions qu'on se pose à soi-même. Et les films ne sont pas des réponses, mais une façon de travailler la question, de voir quel rapport on a au monde, quel rapport on a aux autres. Ouais, c'est ça. Malheureusement, se baisser n'est heureusement pas s'abaisser. Mais je dois t'avouer que quand je les vois se pencher, j'ai le cœur blessé. Ça me fait mal de les voir. J'étais un jour dans un café à 2h de l'après-midi. Et j'ai vu que le marché, il y avait un marché qui venait 2 fois par semaine, avec des gens qui arrivaient en camion. Que pendant qu'ils étaient en train de ramasser leur panier, pour remettre dans le camion, et avant que les balayeurs de la ville arrivent avec leurs balais en plastique vert, là, il y avait un moment, il y avait 20 minutes, où il y avait des gens qui venaient ramasser des choses par terre. Ah, ça m'a beaucoup frappé. J'ai commencé à aller regarder les marchés, les fins de marché. Et il m'est revenu dans la tête tout de suite, j'ai dit, mais tiens, la phrase comme ça qui m'a frappée. Et j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que c'était. J'ai repensé à un mot qui ne s'utilisait plus beaucoup, qui s'appelait glaner. Les glaneurs et les glaneuses. Donc je me suis intéressée au sujet. Et dans la vraie vie, je me suis dit, mais qu'est-ce qui glane encore? Donc j'ai été dans les campagnes, amenée comme ça, avec une petite caméra. Et c'est intéressant parce que c'est le moment du changement de caméra. C'est la première fois que je me suis retrouvée avec un petit objet comme ça, que je pouvais filmer toute seule. Parce qu'il y avait un problème de... Vous savez, il y a des gens qui sont dans une situation personnelle trop difficile. On ne peut pas arriver avec une équipe, des gens, des casquettes, du bruit, des micros. Disons que je voulais approcher, grâce à ces petites caméras, les gens d'une façon plus personnelle, et particulièrement dans cette situation de gens qui n'avaient rien et qui mangeaient ce qu'ils trouvaient par terre. Ce qui est quand même très choquant dans une société où il y a tellement d'argent. Est-ce que vous savez, vous, que quand ils font les patates, là, en ce moment, ce qu'ils rejettent, vous avez le droit de les ramasser? Non. Par contre, des sujets où on essaie de comprendre pourquoi les gens sont différents. Alors j'ai été amenée, c'était à ce moment-là, quand j'ai fait Les Glaneurs, à faire un film donc franchement intéressant, parce qu'il touchait ce problème qui est devenu énorme depuis, surconsommation, surdéchets et recyclage. Et le film que j'ai fait, Les Glaneurs, en 2000, il est de plus en plus contemporain. Je suis entrée un peu dans l'histoire du cinéma français, mais est-ce que je vais rester? Je ne sais pas. C'est-à-dire que ça devient quoi? Tout ce travail-là, ça tient dans une boîte, ça tient dans une vie. Je ne sais pas. On est très aidé si on sort un peu de la réalité, et même si on est conscient de la réalité, si on s'autorise à avoir une espèce de vie mentale qui n'est pas forcément raisonnable, qui n'est pas forcément construite, qui est un peu désordre. Si on admet que, pas le rêve, mais le rêve éveillé est une façon de vivre qui est peut-être un peu plus agréable que le total réalisme. Je suis contente d'avoir tout le temps travaillé avec des images et des sons. C'est-à-dire cinéma, pas cinéma, vidéo.
installation, mais création avec images et son. Et les images me fascinent, et comme j'ai dit, la réflexion sur les images est un sujet infini.